Les victimes des erreurs médicales se comptent chaque jour un peu plus au Cameroun, mais le souci c'est qu'elles ont du mal à délier leur langue et pourtant l'on sait que la dénonciation est le seul moyen de corriger ces erreurs. On en parle dans Check-up. À tout de suite. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour ce premier numéro de Check-up de la saison. Mauvais diagnostic, intervention chirurgicale ratée et infection. Chaque année, des patients sortent des hôpitaux et des cliniques plus malades qu'en y entrant. Et 50% de ces erreurs sont dues aux médicaments, d'après l'Organisation mondiale de la santé, qui estime à 42 milliards de dollars USA les pertes dues à ces erreurs de médication par an. Quand il est avéré qu'un médecin a commis une erreur médicale, quelles sont les sanctions appliquées? Comment être indemnisé? Pour répondre à ces questions, deux invités sur ce plateau. Mais avant de leur donner la parole, je vous invite à suivre le sommaire. Au sommaire de votre magazine de la santé Check-up cette semaine, les erreurs médicales, quel recours possible au Cameroun? Deux acteurs de la santé publique pour nous édifier sur cette question, Dr Roger Etoa, médecin de santé publique, et Guy Doumbé, juriste des hôpitaux. À suivre également dans Check-up, la chronique du dentiste qui s'intéresse à la carie dentaire chez les enfants, et au bas de votre émission, Allô docteur, ce moment de consultation virtuelle entre un patient et un médecin. Retour sur ce plateau, Dr Roger Etoa, bonsoir. Bonsoir Flore, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Vous êtes médecin de travail et de santé publique, chef du centre médico-social du port autonome de Douala et par ailleurs président du Rémédic, le Rémédic qui est le réseau des médecins de district du Cameroun. C'est bien ça. Dites-nous, à quelle étape surviennent les erreurs dans le circuit de prise en charge? Alors, les erreurs médicales qui sont définies comme des soins impropres, inappropriés ou retardés qui peuvent causer des préjudices aux patients font partie du paysage de l'environnement médical, pas seulement au Cameroun, mais dans le monde. Et ils peuvent survenir à presque tous les maillons de la chaîne de la prise en charge. Ils peuvent survenir avant les soins, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes de planification des soins, des problèmes de préparation, les problèmes des erreurs d'ordonnance. Ils peuvent survenir pendant le soin, c'est-à-dire qu'il y a un problème d'exécution du soin, et ils peuvent survenir après le soin, c'est-à-dire qu'il y a un problème de surveillance du malade. Alors juste à ma gauche, Guy Doumbé, bonsoir. Bonsoir Mireille. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Vous êtes juriste des hôpitaux et par ailleurs président de l'association pour la promotion et la protection des victimes d'incidents et d'accidents médicaux. Vous qui recevez les plaintes des victimes, dites-nous, la situation est-elle alarmante? En d'autres termes, quelle est la fréquence des erreurs médicales au Cameroun? Alors, il faut dire que il y a beaucoup d'efforts de fait. Je pense que le ministère de la Santé, le ministre en particulier, fait beaucoup dans le cadre de la réduction et même voir l'évitement de ces situations-là. Mais officiellement, nous voyons tous ces efforts, mais officieusement, il y a beaucoup de gens qui se plaignent parce qu'effectivement, ne savent pas comment engager une procédure, à qui s'adresser. Donc, ça fait que l'association VIAM, que nous avons mise sur pied, essaye de faire un travail de recensement
non seulement de recensement, mais beaucoup plus aussi de sensibilisation, d'éducation et de formation de la masse. Si on s'en tient seulement à votre association et à votre cabinet, c'est vrai qu'on n'a pas les chiffres de manière nationale. Quels sont les chiffres par jour vous pouvez recevoir, ou par semaine ou par mois vous pouvez recevoir combien de personnes qui viennent se plaindre, qui disent que voilà, j'ai été victime d'erreur médicale ou un proche a été victime d'erreur médicale? Alors, disons que jusqu'à présent, quand je fais les posts de sensibilisation via le WhatsApp du téléphone de l'association et même du cabinet, on a par jour pour les 582 personnes qui suivent. Mais pour les plaintes, il faut dire que par jour, c'est 2-3 personnes qui écrivent pour soit se retrouver dans le post qui est fait, pour avoir vécu la même situation, soit pour dire qu'effectivement, ils ont été à l'hôpital tel jour et ils ont eu ci ou ça. On peut quand même dire que la situation est alarmante. Oui, on va le dire, parce qu'il faut comprendre qu'il y a très peu de médecins, il y a une insuffisance, on pourrait même dire criade, n'est-ce pas, du personnel soignant, et le petit nombre de médecins qui essayent de tout faire pour, n'est-ce pas, à défaut de guérir et apporter soulagement à la population, et ce nombre est très très faible. Donc on ne va pas tenir rigueur. Oui, ils sont vraiment submergés parce que le docteur Ito est là. Il peut mieux vous présenter la situation parce que c'est par jour. Il y a des médecins qui reçoivent 50 malades. Vous imaginez que s'il faut respecter, n'est-ce pas, les règles déontologiques, pour ne parler que par exemple de l'information, qui prend un peu de temps, vous voyez que le médecin passera toute la journée à ne recevoir que les questions du malade et aura très peu de temps pour travailler. Docteur Roger Itoy, messieurs, avant de poursuivre notre entretien, je vais vous inviter à aller suivre ce reportage. Elle avait 5 ans, la petite Iliana, décédée il y a quelques mois sur un lit d'opération dans une clinique de la ville de Douala. Ses parents portent encore le deuil aujourd'hui, surtout qu'ils restent convaincus de ce que leur fille a été arrachée à la vie de façon prématurée. Elle aurait reçu une mauvaise dose d'anesthésie. C'est un drame qui a été rendu public au mois de juin 2022. L'enfant devait subir une opération. Elle avait des difficultés auditives et l'intervention chirurgicale qui lui avait été prescrite, c'était pour lui ôter quelques végétations au niveau de la poche nasale qui lui obstruaient le conduit auditif. Une intervention qui s'est mal passée. Le médecin a fait comprendre aux parents d'Iliana, quelques minutes plus tard, que le cœur de leur fille a cessé de battre et qu'elle aurait mal réagi à l'un des produits utilisés par l'anesthésiste. Les parents d'Iliana de constater plus tard que sur l'ordonnance, il est marqué enfant de 10 ans alors qu'elle était âgée de 5 ans. Cette différence d'âge serait-elle à l'origine du décès d'Iliana? La question demeure puisque ses parents disent ne pas avoir la force et l'énergie nécessaires pour se lancer dans une poursuite judiciaire. Si la conséquence immédiate de ce qui est considéré aujourd'hui comme une erreur médicale a été la mort, il faut noter que d'autres victimes vivent avec des séquelles des erreurs médicales. Une mauvaise injection, un mauvais diagnostic, une opération qui vire au drame, de quoi gâcher l'existence de nombreuses vies et de nombreuses familles. Les victimes des erreurs médicales au Cameroun se comptent par milliers. 8000 précisément en meurent par an, selon une enquête de l'Organisation mondiale de la santé. À côté d'une prise de conscience du personnel de la santé publique, il faut dire que les patients peuvent poursuivre les professionnels de santé en justice s'ils ont le sentiment d'avoir été victimes d'une erreur médicale.
Un reportage signé Elisabeth Ngoum et Noël Eutche. Alors, docteur Roger et toi, en médecine, qu'est-ce qui peut être considéré comme incident et qu'est-ce qui peut être considéré comme accident? Il y a une nuance, une différence entre une erreur et une faute médicale. La faute comporte une dimension d'intentionnalité, c'est-à-dire qu'une intention de nuire. Alors que l'erreur, comme on dit bien, l'erreur est médicale. C'est d'ailleurs pour cela que on est en train de changer la dénomination, l'appellation d'erreur médicale à incident associé aux soins. Et même là, il y a une graduation parce qu'un incident, il y a une différence entre un incident et un accident. Un incident, c'est un événement indésirable, mais qui cause peu ou pas des dommages corporels. Et c'est pour cela que il y a généralement plusieurs situations. Il y a la situation où l'erreur médicale est commise, mais le praticien n'a pas connaissance. Il y a une situation où l'erreur médicale est commise, mais elle est réparée avant l'accident. Ça veut dire avant qu'il y ait un dommage. En fait, il est réparé avant qu'il y ait un dommage. Par exemple, je dis n'importe quoi, on vous suture une blessure avec un fil inapproprié et la guérison va se prolonger. Et chaque jour, vous allez venir au pansement, on sera en train de réparer la blessure, alors que c'était probablement, et tout c'est une erreur médicale qui est en train d'être réparée. Et il y a encore parfois des situations où l'erreur médicale est commise, mais elle est cachée au patient sous la peur des sanctions qui pourraient advenir. Donc c'est ce genre de situation. On parlera des sanctions tout à l'heure, docteur Roger et toi, au cours de ce programme. Alors on retient, docteur Roger et toi, qu'on ne parle plus d'erreurs médicales, mais plutôt d'incidents associés aux soins médicaux. Exactement. Alors, Guy Ndoumbe, vous en tant que juriste des hôpitaux, lors de la préparation de cette émission, nous n'avons pas pu obtenir l'accord d'une victime ou du parent d'une victime. Personne ne veut s'exprimer. Dites-nous, les personnes qui viennent vous voir, est-ce qu'elles viennent d'elles-mêmes ou elles ont été orientées? Comment vous les amenez à parler, à dénoncer? Alors, les personnes qui viennent vers nous, généralement, ils viennent parce qu'elles ont suivi l'actualité ou elles ont lu quelque part ou alors elles ont été orientées. Je me souviens avoir reçu la mère de la petite fille qui a eu un souci dans une clinique de la place et tout. Et bon, tellement elle était emportée par le drame qui est arrivé à son enfant, je lui ai tout simplement dit que bon, rien ne peut plus se réparer actuellement. La petite fille est partie. Ok. Je pense qu'il faut juste que vous soyez au courant de la vérité pour pouvoir faire votre deuil. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour amener les victimes ou les parents des victimes à accepter de témoigner à visage découvert ou à visage couvert? Parce que c'était la principale difficulté qu'on a au Cameroun, hein, pas seulement en ce qui concerne les erreurs de médication, mais également en ce qui concerne tous les domaines. Il faut tout simplement leur dire de ne pas avoir peur, il faut parler, parce que le but, comme je le disais à l'entame de mon propos, n'est pas de créer une excavation entre les professionnels de santé et la population, parce que les médecins sont là pour soigner les malades, ok? Et les malades ne viennent pas toujours faire de la dénonciation, mais il faut juste donner l'information, parce que ce n'est que par le recensement, n'est-ce pas, d'un certain nombre d'actes dont les rapports pourront être remontés, n'est-ce pas, à la hiérarchie, c'est-à-dire au ministère de la Santé, qu'on pourrait, n'est-ce pas, améliorer les conditions de prise en charge, parce qu'on verra l'effectivité des situations et pouvoir faire un bon rapport, un peu comme ça se passe dans les pays occidentaux, en fait, dans les autres pays. Donc pour vous, si la population ne veut pas témoigner, ne veut pas dénoncer à visage découvert, c'est parce qu'elles ne se sentent pas en sécurité, si je comprends bien? Oui, les gens ont peur, mais il ne faut pas avoir peur. À peur de quoi? Je disais, peur de peut-être que parce que bon, on aura dit que tel médecin a fait ci, ça,
Et on ne sait jamais. On peut toujours Peut-être dénoncer on peut revenir. Forcément, exactement, on peut dénoncer. Nommer le médecin incriminé. Mais vous comprenez aussi que le malade ne va pas facilement faire la dénonciation à visage découvert. Parce que, il se dit dans sa tête que le médecin peut le reconnaître. Et tout de suite là, et lui-même et toute sa famille se mettent peut-être en danger dans la tête en disant qu'ils peuvent revenir, revoir ce médecin plus tard. Et ça va peut-être pas bien se passer. Mais or que non. Les médecins sont tellement formés qu'ils ne s'attardent pas à ce genre de détails. Encore que le médecin peut refuser et donner des raisons. Il peut refuser de prendre en charge un patient et donner des raisons. Si ce patient-là se retrouve devant lui, il faudrait juste qu'il pointe toutes les dispositions pour transférer, n'est-ce pas, le cas vers un collègue et se rassurer, n'est-ce pas, de l'efficacité de son action. Docteur Roger et toi, on dit généralement que l'erreur est humaine et devrait être pardonnée, mais dans le cas d'espèce, lorsqu'il s'agit des erreurs médicales, la plupart aboutissent souvent à la mort. Est-ce qu'il y a dans le code déontologique des sanctions pour des erreurs médicales? Les médecins sont astreints à plusieurs types de responsabilités. Il y a la responsabilité pénale, celle qui est consignée notamment dans l'article 293 du Code pénal sur les coups, les blessures et homicides involontaires. Il y a la responsabilité civile parce qu'il faut réparer ce préjudice. Donc le médecin peut être appelé, ou le médecin ou la formation sanitaire peut être appelé à payer des grands dommages. Vous avez la responsabilité ordinale parce que les médecins ou les professionnels de santé appartiennent à des ordres professionnels. L'ordre national des médecins pour les médecins, l'ordre des pharmaciens, l'ordre des médico-sanitaires. Et chaque ordre a un code déontologique et vous pouvez être frappé de sanctions, notamment dans le code de déontologie médicale, l'article 22, l'article 23 stipule clairement les droits et les obligations du médecin envers son patient. Maintenant, vous avez le dernier type de responsabilité qui est la responsabilité administrative, parce que les professionnels de la santé appartiennent à des structures médicales ou administratives qui ont des codes de conduite, des règlements intérieurs, des process. Donc, s'ils ont violé un certain nombre de règlements intérieurs propres à l'hôpital ou dans lequel ils travaillent, ils vont être sanctionnés conformément à la réglementation qui les lie à leurs employeurs. Alors, est-ce qu'on a déjà eu des cas, docteur Roger et toi, des médecins qui ont été sanctionnés? Et généralement, les sanctions, c'est quoi? Les sanctions peuvent être administratives, ça veut dire si c'est un hôpital public, on a vu le ministre de la Santé sanctionner des médecins, je pense qu'avec 3 mois, je crois qu'il y a eu 2 médecins qui ont eu des suspensions de 3 mois de suspension de salaire. Ça peut être une sanction pécuniaire, ça peut être une autre sanction administrative, je dis peut-être un déchargement de fonctions, affectation ailleurs. Il peut y avoir justement des sanctions ordinales. Il y a le code de déontologie prévoit des sanctions qui peuvent aller du blâme à la radiation du corps des professionnels de la santé. Et comme j'ai dit, les sanctions pécuniaires, sur le plan civil, vous allez payer des dommages à la victime. Et il y a également des sanctions pénales. Vous pouvez risquer la prison, notamment, par exemple, pour des questions de négligence médicale. Alors, docteur Roger et toi, vous dites qu'ils portent plainte, ils engagent des avocats pour pouvoir réparer le préjudice, pouvoir obtenir réparation du préjudice. Alors, vous qui êtes juriste, Guy Daubert, juriste des hôpitaux, dites-nous comment obtenir réparation pour un malade qui a été victime d'erreurs médicales. Parce que derrière l'hôpital, je constate que mon enfant a été victime d'erreurs médicales ou mon parent, il est décédé. Je fais comment? Est-ce que je tambourine sur place, je casse tout à l'hôpital ou alors comment réagir? C'est une bonne question, mais selon qu'on est à l'hôpital ou en clinique, effectivement, les règles ne sont pas les mêmes. Parce que convenez avec moi qu'on ne porte pas plainte à un démembrement de l'État ou plus à l'État comme on porterait plainte à une personne privée. D'accord? Alors, si vous êtes à l'hôpital et que vous constatez, vous arrivez à constater que, il y a eu des manquements et tout, vous devez adresser une correspondance, n'est-ce pas, à l'administration de l'hôpital. Ce qu'on va appeler un recours hiérarchique. OK? Dans un premier temps, et vous attendez, c'est les délais légaux, les délais des appels, vous attendez 2 mois.
OK, pour que l'hôpital vous réponde. Vous dites, OK, monsieur le directeur, j'étais dans votre structure sanitaire, j'ai séjourné chez vous de tel jour à tel autre, et je suis entré avec une maladie qui a été bien diagnostiquée et tout, j'ai été traité, correctement, certes, mais ma situation, c'est compliqué, et voilà, je suis en train de développer une autre maladie. Je prends un exemple, je dis n'importe quoi. Voilà. Et après avoir déposé, oui, ensuite. Voilà, donc vous attendez que l'hôpital vous réponde. Voilà. Après avoir obtenu la réponse de l'hôpital, quelle est la procédure Après avoir obtenu donc la réponse de l'hôpital peut dire, l'hôpital va sûrement coter le dossier. C'est pour ça que je demande toujours qu'à l'hôpital, qui est, n'est-ce pas, une commission de conciliation dirigée par un juriste et un médecin conciliateur. C'est ce duo-là qui va étudier le dossier. Bon, on va dire le médecin traitant du malade, en complicité avec le médecin conciliateur, sous la permission du malade, on va rentrer dans son dossier, OK, pour voir effectivement si tout a été fait selon la règle de l'art et qu'est-ce qui n'a pas marché. Et c'est le juriste qui pourra effectivement soulever ce qu'on appelle la problématique juridique ou la problématique juridico-médicale, effectivement, pour comprendre ce qui n'a pas marché. Et si l'hôpital estime que tout a été fait normalement, selon la règle de l'art et qu'il ne se reproche rien, mais la réponse de l'hôpital ira dans ce sens. Que, bon, OK, nous pensons que... Et là, si l'hôpital ne se reproche de rien, comment le patient réagit, la personne qui estime avoir été abusée? Alors, et à ce moment-là, la personne qui estime avoir été abusée va encore adresser une autre correspondance. Cette fois-ci, toujours à l'hôpital? Toujours à l'hôpital, pour aller en profondeur encore. Et cette fois-ci, ce sera dans un recours gracieux préalable, comme on l'appelle en droit. C'est-à-dire que ce sera avec une intention d'aller devant le juge, et pas n'importe quel juge, devant le juge administratif, parce qu'on est à l'hôpital. D'accord? Et tout de suite là, il va s'entourer de ses conseils. Alors, tout ce qu'on voit souvent, généralement, là, les familles qui viennent assiéger l'hôpital ou alors qui commencent à, on va dire quoi, à taper, peut-être, permettez-moi l'expression, le médecin, auteur de l'erreur médicale, ou alors à tout casser, c'est souvent la mauvaise procédure, alors. Mais c'est la très mauvaise procédure. Ou alors à aller appeler c'est la très mauvaise procédure. Avocat. C'est la très mauvaise procédure parce qu'on ne se fait pas justice. Si vous estimez avoir été victime d'une erreur médicale et tout, voilà, vous prenez la procédure, comme je l'ai tantôt expliqué. C'est vrai qu'en clinique, vous n'êtes pas obligé de respecter. C'est pour cela que vous pouvez directement aller porter plainte parce qu'à l'hôpital, il faut dire que l'hôpital ne fait pas de profit. Hein. Alors, les personnes qui viennent souvent vous voir, que vous accompagnez dans le cadre de votre association, est-ce qu'elles ont souvent eu gain de cause? Est-ce qu'elles ont souvent obtenu réparation après avoir suivi tout le schéma de réparation? Alors, vous faites bien de poser cette question-là, parce qu'il faut dire que nous ne pouvons pas engager une action si la victime n'a pas donné son accord. Mais à chaque fois, disons que la raison revient toujours un peu à l'hôpital. Parce qu'effectivement, les procédures n'ont pas été... Il y a des gens qui sont à l'hôpital, leur situation n'est pas améliorée, et le médecin leur dit très bien que vous ne pouvez pas sortir maintenant, parce que votre état ne permet pas encore que je vous libère. Mais face à l'insistance, d'accord, vous dites non, ou la famille dit, parce que la famille dit généralement que, oh non, on sait que ça c'est pour gonfler les caisses de l'hôpital et tout. On ne voit même pas ce qu'on est en train de nous donner comme médicament, on nous maintient, on nous retient toujours là, et tout, nous voulons vraiment sortir. Et à ce moment-là, vous sortez donc contre avis médical. D'accord? Et quand vous sortez contre avis médical, bon, ce qui arrive au quartier, vous n'êtes plus sous contrôle. D'accord? Si la situation s'empire là-bas, vous allez revenir peut-être 48 heures après, cette fois-là, en urgence vitale, et si on vous amène au bloc, par exemple, pour vous opérer, parce que la situation c'est compliqué, et qu'on se rende compte que, effectivement, le temps que vous avez passé au quartier a, n'est-ce pas, délabrer davantage votre situation, et qu'on a essayé, malgré tout, de vous sauver, mais rien n'a pu se faire, la mort s'en est suivie, vous ne pouvez pas facilement attaquer l'hôpital pour une erreur médicale ou négligence. Alors, docteur Roger, et toi, pour terminer, dites-nous comment faire pour éviter les erreurs médicales. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, pour éviter les erreurs médicales, je pense que il faut faire la prévention à tous les niveaux. D'abord, la prévention primaire, notamment par
une meilleure formation des professionnels de la santé, une meilleure formation initiale, c'est-à-dire que quand ils ont fait, si c'est des médecins, s'ils ont fait 7 ans, après une spécialisation, il faut qu'ils aient fait une bonne formation. Il faut que les cursus de formation soient vraiment denses et utiles à notre contexte médical. Les infirmiers, les paramédicaux, même chose. Après la formation initiale, il faut qu'ils fassent une formation continue. Normalement, un professionnel de la santé ne doit pas faire 2 ans sans un recyclage. Vous savez, la médecine évolue tout le temps. Il y a de nouvelles techniques, de nouvelles procédures, de nouveaux appareils. Vous savez, à l'époque, pour vous, une intervention chirurgicale, on était obligé de vous ouvrir le ventre, je dis n'importe quoi. Mais aujourd'hui, il y a de nouvelles techniques telles que la laparoscopie, la cœlioscopie, où on envoie juste un tube avec une caméra, et tout ça, et on peut. Donc, il y a la médecine évolue tous les jours et normalement, les professionnels de la santé doivent se former. Donc, ça c'est d'un. Et il faut également, dans la prévention primaire, mieux organiser les hôpitaux. Mieux organiser en termes de process, en termes de procédures. Vous savez, toutes les procédures de soins doivent être codifiées. On ne doit pas penser que non, le personnel a été formé. Si c'est pour injecter, il faut que dans les salles de soins, que ce soit, voilà la procédure, numéro 1, je commence comme ça, j'informe le patient, après je fais ceci, j'apprête le matériel, tout doit être codifié et tout doit être rappelé. Donc, il faut les procédures de soins, il faut l'organisation des soins, il faut l'organisation du personnel, il faut donc organiser les rythmes de travail pour donc éviter par exemple les surménages, les burn-out, une maladie qu'on appelle la souffrance du soignant. Tout ça qui sont donc qui ont un certain nombre de facteurs multiples qui vont donc faire que l'hôpital soit un lieu de sécurité des soins. Et on peut également éviter les erreurs médicales dans la prévention primaire par l'amélioration de la recherche opérationnelle. Il faut que les recherches soient dynamiques. Il faut qu'on ait toujours, qu'on sache par exemple sur les questions de pharmacovigilance, qu'est-ce qui ne va pas, quels sont les effets indésirables, de tels médicaments, et il faut qu'on recueille ces informations en permanence. Les politiques de vigilance. Voilà, donc il faut qu'on recueille ces informations en permanence. Et donc, après la prévention primaire, il faut faire la prévention secondaire, c'est-à-dire qu'il faut dépister régulièrement les cas d'erreur médicale. Cela passe par exemple par les audits de la prise en charge, les audits des décès. Normalement, dans les hôpitaux, on doit mettre en place des audits de décès pour que toute personne qui est décédée, on doit savoir de quoi elle est décédée. On ne doit plus voir tout le temps dans les certificats de gens de mort, c'est-à-dire mort pour arrêt cardio-respiratoire. On doit savoir de quoi les patients sont décédés et tout ça. C'est-à-dire qu'on doit aller faire par exemple des autopsies, des analyses toxicologiques et un certain nombre de choses. On doit passer en revue. Ce qui est l'apanage des médecins légistes que nous n'avons pas assez au Cameroun. Voilà, mais ça existe quand même. Donc, il faut faire des audits des décès. Il faut former, même si ça n'existe pas, même si les médecins légistes ne vont pas le faire, il faut capaciter les médecins généralistes ou qui sont en poste à faire des audits des décès. Ces audits des décès. Et troisièmement, il faut réparer le préjudice. Si on met une culture de la réparation, chaque fois qu'un professionnel de la santé sait que si je commets une faute, je vais être sanctionné. Si un personnel de la santé, si une victime sait que si une faute a été commise sur moi, je vais obtenir réparation. On va donc quitter la culture d'impunité pour aller vers une culture de sécurité des soins. Merci, docteur Roger, et toi d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Et je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes médecin de santé publique et médecin de travail et de chef du centre médico-social du port autonome de Douala et par ailleurs président du Rémédic, qui est le réseau des médecins de district du Cameroun. Guy Doumbé, vous terminez. Pour terminer, juste 2 secondes pour revenir effectivement sur l'obligation d'information qui est très 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 importante parce que 99, on va dire 90%
des procès intentés contre les médecins ou les établissements de santé aussi autour de cette obligation d'information-là. Oui. Les malades n'ont pas d'information au préalable. Non, vous avez parlé tout à l'heure de l'information au préalable. Je pense que c'est le B.A.B.A. Le médecin a une obligation d'information sur la pathologie, c'est-à-dire la maladie. Quand vous avez une maladie, le médecin doit vous dire la maladie que vous avez, il doit vous dire la thérapeutique qu'on va retenir pour vous soigner, il doit vous dire comment on va vous soigner, quels sont les avantages que vous aurez et quelles sont effectivement les complications, c'est-à-dire que les inconvénients qui sont liés à ce traitement-là. Okay? Ce n'est que comme ça que vous allez effectivement donner votre consentement à l'acte. Parce que ça fait partie effectivement des droits du malade, mais bon, comme l'émission n'est pas très... on n'a pas pu effectivement étaler tout ceci. Merci Guy Ndoumbe d'être passé. Vous êtes juriste des hôpitaux et président de l'association pour la promotion et la protection des victimes d'incidents et d'accidents. Directeur général du cabinet HCODE également. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Le programme, c'est Check-up. Vous pouvez réagir en nous envoyant vos préoccupations sur nos différentes plateformes numériques qui s'affichent juste au bas de votre petit écran. Parlons de toute autre chose à présent. Quelques semaines déjà que les tout petits ont repris le chemin de l'école. Parmi eux, plusieurs qui souffrent de caries dentaires. Conséquence, ils ont du mal à manger tout ce dont ils ont envie, notamment les sucreries, parce que les dents ne tiennent plus. Alors, que faut-il faire pour y remédier? Réponse dans la chronique qui nous est proposée par un chirurgien dentiste, le docteur Joël Manfo. Ce qu'il faut savoir par rapport à la carie dentaire, c'est que le point de départ de la carie dentaire, c'est la formation de la plaque dentaire. Alors, lorsque vous consommez un aliment, quelques minutes après l'ingestion de celui-ci, il y a donc ce processus de formation de la plaque dentaire. La plaque dentaire, c'est une couche, n'est-ce pas, qui se forme à la surface de la dent et qui adhère à la surface de la dent et qui va se former à partir des bactéries contenues dans la salive et des débris alimentaires qui proviennent de votre alimentation, c'est-à-dire les débris alimentaires et les sucres, ainsi que de l'eau et d'autres protéines salivaires. Cette plaque dentaire est le point de départ de la carie dentaire parce qu'en son sein, il y a un processus qui va se mettre en place. C'est que les bactéries présentes dans cette plaque dentaire vont transformer les débris alimentaires, les sucres, en acide par le processus de fermentation. Et c'est ce processus-là qui va entraîner donc la déminéralisation du tissu dentaire. Cette plaque dentaire peut être éliminée par un très bon brossage. Mais lorsqu'on ne se brosse pas bien les dents, ce qui se passe, c'est que cette plaque dentaire va stagner et donc le processus de déminéralisation de la dent va continuer jusqu'à la formation progressive d'une cavité au niveau de la dent. C'est ça le processus de formation de la carie dentaire. Pour résoudre le problème de Claude, nous allons réaliser ce qu'on appelle une obturation dentaire. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on va d'abord nettoyer la cavité que la carie a causée. On va la nettoyer à l'aide d'un appareil qu'on appelle la turbine. Lorsqu'elle sera bien nettoyée, nous allons boucher ce trou-là, entre guillemets, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle une obturation à l'aide soit d'un composite ou à l'aide d'un amalgame. Pour éviter les caries dentaires, il y a 3 choses à prendre encore. Premièrement, avoir une hygiène dentaire régulière et irréprochable. Deuxièmement, il faut éviter le grignotage, éviter la consommation exagérée de sucre. Et enfin, rendre visite au chirurgien dentiste au moins une fois l'an pour faire un contrôle, pour essayer de voir s'il y a des caries dentaires et pour voir également si on peut intercepter et prévenir ces caries dentaires. Une bonne hygiène dentaire va passer par quoi? Ça va passer par un brossage bi-quotidien, le matin et le soir, après les repas, bien évidemment. Également, se rassurer qu'on se brosse au moins pendant 2 minutes. 2 minutes, c'est la durée moyenne d'un bon brossage. Il faut également utiliser un matériel adapté. Lorsque votre brosse à dents commence à avoir des poils effilochés, il faut la changer parce que lorsque les poils de la brosse à dents sont effilochés, ce qui se passe, c'est que la brosse à dents ne remplit plus complètement son rôle de nettoyage et de désorganisation de la plaque dentaire qui est le point de départ de la carie dentaire. Sur ce, portez-vous bien.
retour sur ce plateau. Avant de mettre un terme à cette émission, nous allons répondre à quelques-unes de vos préoccupations dans la rubrique Allô docteur. Nous allons prendre la préoccupation de Virginie qui nous écrit de Yaoundé et qui dit « J'ai accouché il y a 3 mois et un côté de mon sein a une boule à l'intérieur et ma mère dit que c'est le lait qui est à l'intérieur qui ne coule pas. Vraiment, le bébé ne le tire pas. Je fais des bains en massant avec une serviette, mais hélas, rien ne coule. Que me conseillez-vous » Notre consultant, le docteur Marius Wachom, gynécologue en service à l'hôpital général de Douala, répond. Alors, pour ce qui est de votre question concernant la boule dans le sein, il faut noter que très fréquemment, quand les femmes allaitent, alors il y a, si elles ne le font pas bien, il y a cet engorgement mammaire là qui se fait, c'est-à-dire le lait qui devait normalement s'écouler du fait que l'enfant ne tire pas bien ou alors du fait que vous ne donnez pas bien le sein, qui s'accumule dans le sein et ça peut créer des pathologies telles que l'abcès du sein. Mais il faut aussi noter qu'il peut avoir déjà cette boule là qui était dans le sein pendant la grossesse ou même avant la grossesse, mais qui est passée inaperçue. Et c'est du fait, n'est-ce pas, de la montée laiteuse que la masse prend du volume et là vous remarquez. Mais dans tous les cas, il faut noter que quand vous avez une situation comme celle-là, il est toujours important de vous rapprocher auprès d'un personnel de santé, notamment un gynécologue, pour qu'il puisse faire la part des choses. Merci, madame. Nous espérons que Virginie a suivi les conseils du docteur Wachom, mais comme il a dit, le meilleur moyen, c'est d'aller consulter pour être plus édifié sur son cas. Une autre préoccupation, cette fois-ci, de Diane, qui voudrait savoir quelles sont les précautions à prendre pour une femme enceinte infectée par l'hépatite V pour ne pas contaminer son bébé. La réponse avec notre consultant Dieudonné Yamessi, diplômé en biologie humaine et santé. Il est responsable de la cellule d'écoute à SOS et hépatite, c'est ici à Douala. Je dirais tout simplement qu'il est important, voire même urgent, de rencontrer le plus tôt possible son hépatogastro-entérologue, parce que cette femme peut être mise sous traitement au plus tôt. Que la femme soit donc mise sous traitement ou non, l'enfant devra bénéficier d'une sérovaccination systématique dans les 24 heures qui suivent, n'est-ce pas, l'accouchement. Pour ce qui est de l'allaitement, il n'existe pas vraiment de risque pour une maman, n'est-ce pas, porteuse de l'hépatite B pour son bébé. Et en ce qui concerne donc la transmission de la maladie à l'enfant, c'est possible que la mère puisse contaminer son enfant pendant l'accouchement si le gynéco ne maîtrise pas le dossier du malade. Donc il est important que le gynéco travaille également en partenariat avec le gastro pour pouvoir, n'est-ce pas, connaître le dossier médical de la femme afin d'éviter que l'enfant soit contaminé à la naissance. Si vous avez d'autres préoccupations, n'hésitez pas à nous les envoyer sur nos différentes plateformes numériques. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre thème. Mais en attendant, restez en compagnie des programmes du Canadien International qui se poursuivent. Bonne soirée à tous.